Mesdames et messieurs, nous allons continuer de parler élections de cette législative du 8 janvier 2023. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Kalis Kwede. Nous l'avions reçu avant l'entame de tout ce processus. Et maintenant que ce processus s'étiole sous nos yeux, nous le recevons encore une fois pour, disons, décrypter, non pas faire un bilan, mais essayer de revenir sur quelques points essentiels de ce processus qui nous aura tenus en haleine. Avec Angèle Touboula, comme à l'accoutumée. Angèle, bonjour. Bonjour François-Xavier Noumon, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'entretien qui, comme François-Xavier le disait, reçoit Dr Kalis Kwede, que j'installe sans autre forme de protocole puisqu'habitué désormais à nos plateaux. Bonjour Dr Kwede. Bonjour Monsieur Noumon et bonjour Madame Touboula et bonjour tous ceux qui nous écoutent et bien qui... Parce que vous êtes sur le net également. Évidemment. Bon, vous êtes partout. Bon, quel que soit l'espace où les gens se retrouvent, je salue les uns les autres, sans oublier ceux qui se trouvent au Mali, quelque part. Voilà. Docteur Kwede, au moment où la Cour constitutionnelle vide les derniers recours afférents aux résultats des législatives du 8 janvier 2023, quel est votre sentiment général sur ce processus électoral qui s'achève? Bon, je vous remercie pour qu'on puisse encore réfléchir sur notre modalité de rendre fonctionnelles nos institutions depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, 19 au 28 février 1990. J'ai une pensée pour la plupart de ces acteurs qui ont travaillé en amont et la deuxième génération de ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui les institutions de l'État. Ceci étant, c'est pour dire quoi? J'ai un sentiment à la fois de satisfaction et celui de questionnement. Questionnement en tant que chercheur que je suis. Voilà. Voilà les deux sentiments qui vont être déclinés de la manière suivante. Quant à celui de satisfaction, c'est que quoi? La réforme qui est intervenue, la réforme du système politique à travers la Constitution, le Code électoral, qui sont ce que j'appelle l'encadrement juridique du comportement électoral béninois, a eu un nouveau contenu depuis 2019. Et nous avons fait l'expérience déjà en 2020 et nous avons fait l'expérience en 2021. Donc, ce test est à l'épreuve des faits et c'est la troisième. D'accord. À ce titre, très tôt, nous avons connu d'abord la date des élections. Au-delà des 3 mois qu'on devait attendre au niveau de la convocation du corps électoral. Donc très tôt nous l'avons su. Ça a donné ce que j'appelle la lettre. La lettre à toutes les parties prenantes. C'est-à-dire quoi? Les formations politiques qui doivent déposer leur candidature. En dehors de ça, les institutions, d'accord, impliquées doivent aussi commencer par s'organiser avec un planning, avec un agenda. Et en la matière, juste après la Cour constitutionnelle, c'est la Sénat qui aussi très tôt a fait sortir son calendrier parce qu'elle est au cœur. Elle doit pouvoir inviter ce que j'appelle les partis politiques, inviter les médias, inviter tout le reste et pour ne pas être trop estimatif. Donc, voilà comment j'ai cette sensation où tout le monde sait ce qui nous attend. Et chacun doit travailler pour ne pas être source de dysfonctionnement notoire. À ce titre, les gens ont fait ce qu'ils doivent faire. Le questionnement à ce niveau, c'est la difficulté pour certains partis politiques. Avec l'amendement du nouveau code électoral, on doit savoir ce qui constitue ce que j'appelle l'arsenal d'éligibilité. Puisque là, j'ai entendu tellement de choses, le quitus fiscal, et par-ci, bon, d'autres ont dit qu'il y a trop de pièces et autres. Bon, ça, le questionnement était que, est-ce que le législateur, en mettant le contenu de ces conditions d'éligibilité, s'est donné un peu le temps de réflexion? Ce n'était pas le premier exercice, vous venez de le rappeler. Oui, donc c'est là que je dis, nous sommes à l'épreuve des faits, et il faut qu'au bout du cycle, puisque nous sommes en train de finir le cycle, voilà, avec ça on a fait communal, présidentiel, législatif. Donc je pense qu'au bout du cycle, on peut évaluer. On doit évaluer, je ne sais pas, on peut. On doit évaluer dans la mesure où la présente élection n'est que ce que j'ai appelé quelque part une élection de transition. En ce sens que
La modification du contexte juridique qui est le nôtre, qui encadre notre système électoral, fait que nous devons maintenant avoir une année électorale. Donc, elle sera vraiment effective en 2026. Donc, ce qui a fait que les élections communales, au lieu d'un mandat de 5 ans, eux, ils ont un mandat de 6 ans, puisque nous avons fait ça en 2020. En revanche, pour ce qui concerne les parlementaires, c'est 3 ans. C'est pour ça que je l'ai désigné Parlement de transition. Parlement de transition, parce que ce Parlement ne sera pas dans le temps échu. Ni ce qu'on avait les 4 ans, ni ce qui vient d'être mis en place les 5 ans. Donc, je ne dirais pas déficit de calendrier de tout ce que vous pouvez connaître, que j'appelle les contraintes temporelles. Elle ne peut que, cette assemblée ne peut qu'être une assemblée de transition. Donc, au terme de tout ça, il faudrait que tous les acteurs impliqués puissent voir les différentes composantes de ce test. À quel point il faut voir si ceux qui ont dit que les conditions d'éligibilité sont tellement beaucoup de pièces, il faut analyser le contenu des pièces. Est-ce que tel me donne telle source? Est-ce qu'il y a ce qu'il appelle des tests d'autonomie? Quand il parle d'autonomie, par exemple, j'ai déjà un passeport. Alors, il faut voir tout le processus que je dois faire avant de disposer de mon passeport. Bon, dedans, on voit le passeport, on va me demander encore des pièces que j'appelle, excusez, des pièces, qu'appelle-t-on, des terrains miniers. On ne peut pas aller me demander mon âge de naissance. Même si on me dira que toutes les composantes de mon âge de naissance ne figurent pas dans mon passeport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une base de données à partir de laquelle l'institution qui me demande la présente pièce, suffit de prendre la référence de mon passeport et d'aller chercher. D'accord? Donc je pense que c'est comme ça que nous allons faire tout le travail pour qu'il y ait moins de tracasseries, d'une part, et d'autre part que l'administration, dans la délivrance de ces pièces, ne soit pas perçue comme un obstacle. Voilà ce niveau. Vous avez parlé de satisfaction et de, bien évidemment, de questionnement. Oui, le questionnement, c'est quoi? Je vois le questionnement par rapport à ce seuil que j'ai appelé le seuil suicidaire. D'accord? Le seuil suicidaire, c'est ça que je dis, il faut qu'on évalue. Ce seuil suicidaire, je veux parler des 10%. De 10%. Pour être éligible. Donc, c'est devenu une réalité aujourd'hui. D'accord? Au départ, en 2020, c'était perçu que cela. Maintenant, si on évalue et que nous voulons avoir une certaine représentativité, nous devons avoir une certaine diversité au niveau des acteurs politiques pour des raisons de composition, ce qu'il appelle une composition plurielle. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le dis en ce sens que, pour le moment, tout ce qui est là, la dimension catégorie sociale d'appartenance, ce que j'appelle le vote de corporation, ce que d'aucuns ont appelé le vote solidaire, ça va venir nous rattraper. C'est vrai, cette dimension ethnique était évoquée, mais aujourd'hui, elle doit aller, pour ne pas dire, elle va au-delà de la dimension ethnique. Oui, elle va au niveau de la dimension ethnique pour dire, j'ai écouté certains acteurs selon leurs offres, on va y revenir. Oui. J'ai écouté certains citoyens qui ont dit, je me retrouve dans tel parti politique. Je me retrouve dans la nature de telle candidature. J'ai entendu tellement de choses. Des gens, ce que j'appelle la migration des espaces. On a quitté tel espace pour venir sur l'espace politique. D'accord? Donc, il y a ce que j'appelle une dynamique au niveau des acteurs politiques. Personne aujourd'hui, je conclue sur ce point, ne se sent plus figé dans son couloir. Nous avons vu comment les grands acteurs de la société civile sont venus sur la scène politique. Ça, je l'ai dit en 1999, quand, à partir de cette deuxième législature, d'accord, qui s'achevait en ce moment, comment les opérateurs économiques ont pris d'assaut les circonscriptions électorales. D'accord? Les universitaires, quelques têtes ont commencé par être sollicités. D'accord? Les autres que j'appelle les acteurs endogènes, d'accord, pour que ce que je désigne puisse permettre aux gens de me comprendre,
et puis d'autres catégories socio-démographiques de la société, des personnes qui souffrent peut-être d'une certaine d'un handicap, et ceci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui nous invitent à une attitude d'inclusion dans ce postulat de la représentativité de notre système politique. Donc, c'est des discours que j'ai entendus, ce que je n'avais pas du tout entendu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là le pan de questionnement. Et l'autre également a été un élément utilisé dans un espace cosmopolitique. Je ne veux pas être plus précis que ça, mais il faudrait qu'on informe les acteurs politiques pour les questions de cohésion sociale. Certains concepts, moi je suis diplômé en sciences de population, certains concepts ne doivent pas être utilisés dans ces moments-là. La personne risque de ne pas dire, je ne me retrouve pas dans ce discours. Donc vous avez senti des exclusions dans les discussions qui ont été... Oui, il y a des choses que dans une grande ville dont je ne veux pas nommer, on ne peut pas dire, puisque moi je viens de telle zone de prédilection et que les dynamiques urbaines m'ont permis de me positionner dans cet espace urbain et que je procède à la quête d'une composition d'appartenance sociale. D'accord. C'est bon? Voilà. Je veux pas... Je suis très sensible à l'exploitation de certains nombres de concepts. Mais ça, je pense que ce discours, non seulement ces discours ont été tenus par des acteurs politiques et qui plus est ont été relayés par les médias. D'accord? On va revenir sur vous, puisque c'est vous qui la première question, c'est sentiment général sur le processus. Vous venez de faire en quelque sorte un bilan. Nous allons forcément revenir sur certains aspects. Voilà pour ce qui est du bilan du processus. Venons-en maintenant à l'issue même du processus, c'est-à-dire les résultats que nous avons eus déjà avec la Sénat et définitif par la Cour constitutionnelle. Quelle analyse en faites-vous, Dr Kalis Ouédé? Merci. Je pense que comme je l'ai dit, le seuil de 10% a permis de procéder à une exclusion de fait. Sur les 7, il n'y a que 3 qui soient appelés au partage des points. Des sièges. Premier élément. Si déjà de 2020, nonobstant le volet de 2021, 2020 qu'on a fait, on vient de faire ceci, est-ce qu'on ne peut pas faire une analyse en termes de représentativité, en termes de diversité? Ça, c'est une question qui est là, que je pose, que je partage comme ça. L'autre élément, quand vous prenez la carte politique, d'accord, à travers, puisque c'est les élections législatives, les circonscriptions électorales, ce n'est qu'un regroupement de nos communes, de nos arrondissements, d'accord, pour en constituer, à l'exception de la commune de Djougou, qui à elle seule constitue une circonscription électorale. Je veux nommer la 13e circonscription électorale du fait de son poids démographique. Oui. Oui. Voilà. Donc, ces regroupements de communes, d'accord, qui justifient les 24 circonscriptions électorales à partir du premier département dans l'ordre alphabétique jusqu'au dernier département, je veux nommer le 12e, qui est le département de Zou. Nous avons les différentes circonscriptions électorales. Quand vous prenez ça, vous allez voir qu'il y a l'émergence. Il y a d'autres qui ont fait leur retour. D'accord? Et que d'autres endroits, ceux qui avaient ce que j'appelle la faveur du vote, l'ont perdu. L'ont perdu en termes du nombre d'élus qu'ils ont. Donc on peut faire cette analyse. D'accord? Mais pour ne pas aller par circonscription électorale, par-ci, par-là, je peux dire, les 3 formations politiques n'ont pas le même nombre de représentativité au Parlement. Il se fait qu'il y a 2 formations politiques qui ont le même nombre d'identités. Je pourrais être plus précis. Je vais nommer les démocrates d'un côté qui disposent de 28 sièges. Il en est de même pour le BR et enfin UPR qui dispose à l'instant, jusqu'à preuve de contraire, de la majorité, d'accord, les 53. Maintenant, si, pour ne pas seulement donner des chiffres, et ne pas apporter un minimum, il faut comprendre que cette issue montre déjà un travail qui va connaître ce qu'il appelle l'ancrage. Je le dis l'ancrage dans ce sens que quand vous prenez par exemple l'UPR avec l'UP le renouveau. UP le renouveau, aujourd'hui vous avez les 53. Oui.
quand vous analysez les zones où un score est bien fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui étaient déjà dedans, avant que les autres ne viennent, pour ne pas être plus précis que ça, ont continué par travailler. Et ça a eu ce que j'appelle cette adhésion. Là, j'appelle qu'il y a un fonds qui est là pour quand vous êtes en entreprise, on dit, il y a un fonds de clientèle, ceux qui ont ce que j'appelle une certaine fidélité. D'accord? Elle peut s'éroder à l'aune du temps, à l'aune de la nature de la candidature, où certains ne se retrouvent pas. On va revenir davantage sur ce niveau. Donc, quand nous prenons ça aujourd'hui, on peut dire que le renouveau s'inscrit déjà dans le temps. Dans le temps, en ce sens que j'ai eu le temps de me dire que c'est le poids que composait d'abord certains nombres de formations politiques à l'origine. Et déjà, quand vous prenez bien le renouveau, il y avait déjà l'Union fait la nation. Oui, l'Union fait la nation qui a fait son expérience. J'en ai entendu pour la première fois, si je ne me trompe pas, c'est en 2011. D'accord? C'est vrai, il y a eu d'autres crises internes, mais ceux-là qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, même si d'autres sont partis, d'accord, il y a déjà ce que j'appelle des éléments de ramification. C'est vrai. Donc ça, c'est un. Maintenant, quand je prends le BR avait un fonds politique qui était beaucoup plus accessible aux joutes électorales, pour ne pas nommer, c'était ABT. D'accord? Et les autres sont venus procéder à un ralliement. D'accord? Donc ça a pris, dans ce ralliement, vous avez les gens de l'Est-Parti que j'appréciais du point de vue des résultats de la représentativité d'alors. Vous avez les gens de Phare-Lafia, qui se retrouvaient, qui avaient déjà au moins une audience, d'accord, même si les acteurs ne sont pas les mêmes, pour plusieurs raisons, ce n'est pas le lieu d'en évoquer. Maintenant, les autres qui sont venus, la force politique qui est venue après, qui a connu ce qu'il appelle une recomposition pour plusieurs raisons, en 2007, vous le savez mieux que moi, c'était les forces Cori pour un Bénin émergent, d'accord, qui ont eu la chance de gérer le choix pendant deux législatures. Donc, il y a ce qu'il appelle des rescapés, tout ça, des recompositions. Donc, ces recompositions n'ont pas aussi, ne sont pas restées sans avoir créé d'autres, d'autres contraintes et d'autre part aussi, des contingents pour certains. Donc, dans cette recomposition de la carte politique, l'UPR, avec ce que j'ai appelé le fonds, a essayé de maintenir le cas, pour ne pas dire de s'améliorer, si je veux faire une analyse comparative du score qu'ils ont eu en 2019 et en 2020. Justement, à cet effet, vous appréciez ce fonds que l'Union progressiste Le Renouveau a aujourd'hui. Mais si on doit analyser les circonscriptions peut-être dans lesquelles ils ont connu peut-être, où ils ont fait piètre résultat, je parle de la 15e et de la 16e quand même, comment vous analysez ces performances-là, pourtant des circonscriptions, on va dire, quand même de la tête de cette formation politique? Oui, ça, il y a entre autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a un des acteurs, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a un des acteurs de la 16e circonscription électorale qui, sans doute, a eu un impact sur le résultat. Ok. D'accord? Non, je ne veux pas nommer les gens. Il y a un des acteurs de la 16e circonscription électorale. Un impact pour le compte de qui? De quel parti? Un impact positif? Non, un impact pour ce qui concerne les résultats, parce que... Oui, je l'ai 15e et 16e. Les résultats de 15e et 16e pour ce qui concerne l'UPR. Oui. D'accord. Voilà. Pour ce qui concerne la 16e circonscription, entre autres. L'autre, c'était quoi? La 15e circonscription, nonobstant le retour sur la scène de la compétition électorale, pour ce qui concerne 2019-2020, je vais parler du PRD, qui est revenu. Or, la 15e circonscription, c'était son sort. Quand vous prenez de 91 jusqu'en 2015, on voyait toujours le PRD. Donc, comment son arrivée avec l'UP, pour aujourd'hui donner ce que vous connaissez, UPR, et que le score ne soit pas... Ils tiennent à ça, UP le renouveau. Que le score ne soit pas ce qu'ils ont toujours eu d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que
Et les acteurs, certains acteurs peut-être ne se sont pas retrouvés dans la candidature. Dans cette recomposition. Dans cette recomposition. Et d'autres ont connu peut-être des frustrations, d'accord, pour que cela ait. Et aussi, ce que j'avais dit quelque part, la ville de Cotonou reste la ville très complexe, d'accord, où les opinions sont diversifiées, où il y a une partie de l'élite, d'une part, et aussi, nonobstant tout ce qui est fait, peut-être que les acteurs de la ville de Cotonou, il y a eu des travaux sur ça, hein, même si tout est bien aujourd'hui en termes d'infrastructure dans la ville de Cotonou, il y a des travaux scientifiques sur les déguerpissements, tout ce qui est fait, etc. Donc, les gens ont essayé de s'exprimer par rapport à leurs opinions, et puis d'autres... D'autres l'appellent de sanctionner. De sanctionner, d'accord, et d'autres ont fait le choix de ne pas y aller pour dire, bon, je connais déjà le résultat à l'avance. Est-ce que vous voyez? Mais en revanche, je l'ai dit ailleurs, que dans d'autres études, le président de la République en lui-même a eu de la satisfaction par rapport à ses infrastructures, par rapport à ses activités, d'accord, si vous prenez les résultats quand j'avais annoncé ça pour ce qui concerne 2020. D'accord? Puisqu'il y avait déjà l'issue d'Al-Fadra et d'autres choses. D'accord? Donc, voilà, entre autres paramètres, qui sont des variables explicatives qui pourraient justifier ces scores. D'accord? Voilà. Est-ce que ces variables seraient les mêmes pour le bloc républicain dans la 8e circonscription électorale? Non. Parce que dans la 8e aussi, oui, le BR dans la 8e, c'est pour le BR. Là, dans la 8e, ça, on peut venir me démentir, me contredire, mais je l'évoque déjà que c'est une ville, il y a une ville très importante dont je ne veux pas nommer, puisque j'étais dans un autre cadre, en tant que chercheur, j'étais sur le terrain avant tout ce qui est élections et autres. Les gens ont sans doute aussi manifesté un certain ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé en 2019. D'accord? Donc, voilà, entre autres, qui a joué par rapport au BR dans ces zones. Et ça, ils sont mieux placés que moi, que ça s'impose à ces trois formations politiques, d'une part, de pouvoir commettre des études pour identifier les variables pour lesquelles le citoyen lambda s'est comporté de telle manière. Les gens ne s'auto-évaluent pas. Nous n'avons pas ça dans notre propre système électoral. Parce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui à financement parti financement public. Je pense qu'ils sont mieux placés que moi si vous ne voulez pas évaluer le comportement électoral. Il n'est jamais statique. Il est dynamique à l'aune de beaucoup de choses. Et ça, je reviens encore pour dire, la formation politique manque de porter des valeurs. Il y a tant de déclarations que de comportements empiriques. Des gens, de par leur statut, après avoir eu le statut d'un élu, le comportement social est toujours en harmonie avec les autres. Non, il y a une certaine marchandisation qui s'installe à un moment donné, et puis, ce que j'appelle l'humilité, la dimension humaine des actes, manque aussi par endroit quand vous êtes élu. Donc, je ne vois pas encore nos partis politiques animer un certain nombre de normes, de valeurs. Il y a trop de discours. Et là, l'individu lambda, le bas peuple ne se retrouve pas. Ce que j'ai appelé le vote corporatiste qui va venir. Oui. Le vote solidaire qui va venir. Et ça, j'invite tous les chercheurs en sciences politiques, en sociologie, en droit public et autres, à commencer par se positionner. Si après 2026, de 2026 à 2031, il faut que le Bénin dispose d'une trame de réflexion pour qu'on puisse voir qu'est-ce que les partis politiques doivent commencer par faire dans ce que j'appelle la socialisation politique du citoyen. Ce n'est pas fait. Est-ce qu'ils s'en occupent réellement? Non, après les élections, chacun... Non, c'est ça que je dis, parce que ça va s'imposer. Ça va s'imposer en ce sens où vous n'avez plus aujourd'hui un mandat indéterminé. Oui. À partir de cet instant, vous ne devez plus faire plus de 2 en termes de renouvellement. Donc, s'il y a des gens qui disposent des réflexions et qui, à un moment donné, peuvent les porter, ça va être porté pour qu'on puisse jouer. J'ai entendu ce discours
tenus par des formations politiques. C'est vrai, ils ont essayé d'analyser, mais je dis, il y a aussi la stratégie qui n'a pas été bien aussi en profilée harmonie. peut-être. Et je les invite, on ne peut pas dire vouloir tout faire à soi seul. Allez faire appel à un universitaire, à quelqu'un qui a la compétence de vous aider. Je suis un peu les communications politiques, je suis un peu... Le discours n'est pas soigné. Non, le discours n'est pas soigné. Le discours, parfois, dans son contenu, il est pauvre. Dans son contenu, il manque d'éthique. Et il y a la violence. Mais est-ce que le lecteur fait attention à tout ça? Non, c'est aujourd'hui que vous dites que les lecteurs ne font pas attention. Puisque nous sommes dans l'instant présent. Nous avons déjà fait plus de 30 ans de pratique électorale. Je pense qu'il est temps que les chercheurs de tous bords politiques puissent travailler, que les partis politiques aujourd'hui qui bénéficient de fonds publics, d'accord, puissent commencer par réaliser des études. Et que ce ne soit pas seulement les institutions internationales qui vont venir. Moi, si quelqu'un me laisse, m'appelle, moi, comme je l'ai dit, je donne l'opportunité à ces partis de mettre un certain nombre de leurs préoccupations dans un outil. D'accord, mais pourquoi ce manque de, on va dire, je ne dirais pas de culture ou on parle de redevabilité, ça c'est vis-à-vis des électeurs, en tout cas des mandants, mais pourquoi les partis politiques, à ce niveau précisément, n'ont pas ce recul pour essayer d'analyser de façon scientifique cette dynamique-là de l'électorat? Ou est-ce que ce n'est pas excès de confiance ou simplement on se dit par culture politique, de toute façon, on sait ce qui intéresse les électeurs au moment venu. Il y a, on va dire, le penchant, vous l'avez dit, oui, ethnique, toutes ces dynamiques sur lesquelles on peut se... Pourquoi, dans notre culture politique et démocratique, les partis politiques, quels qu'ils soient, n'ont pas ce recul et n'ont pas ce réflexe de faire appel? Peut-être le font-ils, peut-être que nous exagérons. Non, vous n'exagérez pas. Je parle de la littérature. Il y a quelques-uns, quand je dis quelques-uns, c'est qu'il y a des acteurs qui ont réfléchi. D'accord? Il y a de la littérature, mais pas aussi foisonnante. C'est des institutions qui ont financé ces travaux. Je ne parle pas de ceux qui ont pu trouver l'argent, faire leur thèse sur ça, non. Les thèses qui ont été faites dans les années 90, d'autres juste en 2000, aujourd'hui, il y a trop de dynamique. J'invite ceux-là à reprendre encore le papier. Aujourd'hui, nous disposons à l'université des espaces. Et il faut qu'on invite les étudiants, parce qu'il y a des endroits où on a cessé de demander aux gens d'aller écrire. Il y a assez de personnes qui puissent encadrer les gens à l'université aujourd'hui pour qu'on puisse commencer par réfléchir. Sans réflexion, on ne peut rien faire. Revenons à ces partis politiques qui ne le font pas, parce que même s'ils le font, c'est seulement quelques-uns qui vont réfléchir dans un coin et puis c'est fini. Tant que ce n'est pas matérialisé sur un support rendu public et partagé, trouver des espaces d'échange. Même si vous ne voulez pas payer des gens, vous initiez des cafés scientifiques sur des choses. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le vote utile. Oui, je le dis, il n'y a pas encore le vote utile. C'est quoi le vote? Quand je parle de vote utile, quand je le dis, c'est en termes de statistiques. D'accord. Quand vous voyez, il y a des circonstances pour lesquelles certains acteurs politiques se positionnent. D'accord? Oui. Puisque les enjeux d'une élection ne sont pas les mêmes d'une circonscription à l'autre. Oui, effectivement. Et le degré de pauvreté est aussi diversifié. Et le statut social de la personne que vous avez mis sur votre liste aussi participe. Et l'individu qui séduit le mentor du parti politique dans la zone, il y a aussi son comportement quotidien. Ce que j'appelle manque des éléments de référence sociale. Et vous voyez, tout ce que j'évoque, j'aurai l'opportunité de revenir, si c'est une des deux circonscriptions électorales, au cours de l'année 2023, ça veut dire quoi? Après, au second semestre, je touche du doigt, il y a une réflexion scientifique pour laquelle je serai appelé pour faire sortir ça. Parce que ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que là, les hommes politiques vont trouver le vote comme un moyen très facile, très aisé, puisque j'ai de l'argent. Il faut que j'injecte un peu dans le milieu ce qu'il appelle l'économie électorale de circonstances.
mobiliser quelques femmes qui se trouvent dans une pauvreté et dans une inoccupation totale, d'accord? Et puis c'est fini, le jeu est fait. Nous n'allons pas continuer à aller faire de notre statut, de notre légitimité, un moment de marchandage. Et à cela, il faut qu'il y ait ce que j'appelle la socialisation politique, à laquelle j'invite les médias d'une part, et les partis politiques d'autre part. Est-ce que vous pensez que justement les demandeurs, c'est-à-dire les électeurs si vous préférez, font attention à tout cela, Dr Kalis Woudé, puisque ça devient pratiquement un moment où chacun il va de son intérêt. On gagne son intérêt, le politique gagne la voix. Et l'électeur, lui, comme l'aurait dit votre collègue sur cette, assis à cette même place, parle du Adogo, comme il a précisé. Bon, il n'est pas. Il y a un des mentors qui a déjà parlé de ça. Jean-François l'a évoqué autrement, d'accord? Bon, je pense que c'est inhumain, ce que je dis, je pèse bien mes mots, que le personnel politique, dans sa majorité, continue pas à surfer sur ces déterminants. Et moi, je dis parce qu'il y en a qui font le jeu aussi. Oui, il y en a qui produisent le jeu, si vous préférez. Oui, il y en a qui font le jeu, mais le jeu ne va pas aussi être perpétuel. Puisque, pourquoi je le dis? L'année électorale qui va commencer en 2026, c'est déjà un moment où si on ne fait pas tout ce travail, la désaffection va être de plus en plus prononcée. Et va se poser la question de légitimité, de légalité. L'égalité n'a pas de problème, mais il va se poser la question de légitimité. Donc, il faut tout faire pour réduire le taux de désaffection de la chose politique par le citoyen lambda. Et que le citoyen lambda sache la responsabilité qui est la sienne d'aller contribuer à l'avènement d'un élu qui plus est va être son représentant qui va réfléchir. Et ça, tout ça, c'est quoi? C'est aussi que notre système politique qu'on a mis en place ne fait pas de la place davantage aux députés à s'asseoir, à asseoir davantage, excusez-moi l'expression de cette régie, en termes de proposition de texte. J'attends que quelqu'un vienne me démentir pour dire d'une législation à une autre, de me faire le point combien de députés se trouvent être initiateurs du texte. Bon, ce point pourra être fait quand même. Non, c'est ça que je vous dis, parce que la marge de manœuvre est très faible. Et j'ai dit, depuis que le président Idi Kolale était à la tête en 2007, puisqu'il a fait 2007-2011, j'ai écrit à ce président qu'il est temps que les députés disposent des compétences et pour lesquelles cela doit être bien géré. Non, mais un député, il est accompagné d'une équipe. Quelle équipe? Je vous dis, il a une équipe. Je vous dis combien sont accompagnés d'une équipe. Bon, là, c'est de leur fait, puisque la loi leur permet de disposer d'un cabinet. Mais quand vous disposez d'un cabinet, il faut entretenir le cabinet. Oui, mais il y a un fonds public qui a lié à ça. Combien? Si vous n'avez pas d'informations, comment vous voulez interpeller le gouvernement? Combien de députés élus, ou bien de la 8e, ont ce que j'appelle le garantie sociale de leur circonscription électorale? Combien parmi eux ont demandé? Faites-moi une fiche sur l'annuaire statistique sanitaire de mon pays. Combien peuvent aller me dire, j'ai lu le document PASSEC sur l'éducation au Bénin? Combien sont allés lire le rapport sur l'eau? Excusez-moi du peu. C'est frustrant si vous parlez. C'est la faute à qui? Oui. Non, c'est la faute au système politique qu'on a mis en place. Mais tout à l'heure. Personne ne contrôle, le docteur. Non, mais on va commencer par contrôler. Les partis politiques disposent de les fonds partis publics. politiques aujourd'hui Disposent de fonds publics? Non, ça là, je le dis, oui. C'est l'une des variables de la réforme du président Talon que je salue. Parce que là, c'est un début d'assainissement. Mais si lui, il a travaillé à ce niveau d'imposer, de faire appel à des compétences autour de lui, lisez les documents. J'ai du plaisir à lire les documents. Mais combien de députés dans sa circonscription maîtrisent a eu un minimum d'indicateurs dans sa circonscription? Combien de députés j'ai entendu que je dispose d'une offre de législation? Quelle est la valeur que ce député a apportée dans sa circonscription électorale? Non, ça, les sons sont là pour les écouter. Combien? Qui peut me dire
le taux de redoublement dans telle commune par rapport à telle commune. Je les défie. J'avais peut-être une question assez simple. Est-ce que le député est censé connaître tout cela aussi? Bien sûr. Pourquoi? Il y a un budget qui vient au Parlement, pour lequel le ministre vient. Oui. Mais si vous, même si le président ne peut pas maîtriser tout, bien qu'il est censé être l'homme le plus informé du pays. Est-ce que vous voyez? Ce député qui dispose d'une base de données à partir des études nationales qui sont réalisées, peut déjà, quand on vient présenter le budget, le ministre présente les différentes séquences, mais vous avez alloué tel montant à telle activité. Comment, même si c'est un mandat impératif, d'accord? Quelle est sa modalité de répartition géographique? Justement, ce n'est pas un mandat impératif. Voilà. Mais néanmoins, le niveau de développement du pays, il est variable. Oui. D'où il faut travailler pour réduire ce qu'il appelle les facteurs d'inégalité sociale. D'accord, mais il y a les commissions à l'Assemblée nationale. Ah, voilà encore autre chose. Oui. Je m'interroge, pour ne pas être plus explicite, quel est le degré de fonctionnalité des commissions? Qui sont les acteurs qui les animent? Quelles sont les compétences du personnel au Parlement qui les accompagne? Vous voulez auditer les commissions? Non, je ne le dis pas. Moi, je vous pose des questions. Sur ce point, je ne peux qu'être interrogatif. Oui, parce que l'argument principal de cette 8e législature finissante, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail en commission. Moi, c'est une information qu'on me donne. Ah d'accord. Oui. Ça, c'est une information que vous me donnez. Vous en avez d'autres? Non, ça c'est une information. Parce que c'est des déclarations, ça. Oui. Mais tant que moi, je n'ai pas un support écrit, je ne peux pas me prononcer. Non, mais tel que le Parlement fonctionne, selon son règlement non, ce que intérieur, je peux aussi, vous il y a dire, les travaux en commission. Ce que je peux vous dire, sans pour autant évoquer d'autres choses, l'une des commissions qui est plus opérationnelle, c'est la commission des lois d'abord. Est-ce que vous voyez? La deuxième commission qui est plus opérationnelle, c'est la commission des finances. Oui. Mais les autres commissions, vous pouvez ajouter la commission de l'éducation aussi. Qu'est-ce qui est fait? Elle essaie que... Qu'est-ce qui est fait? C'est ça que je dis. Quelle est l'information que soi-même on a cherché pour dire il y a telle chose, pour que je puisse réduire. Moi, je suis partant qu'on puisse réduire les inégalités sociales. J'ai toujours l'habitude de dire, maman n'a jamais été à l'école. Mais c'est elle qui m'a tenu la main à Cotonou ici, où j'ai fait le seuil de Saint-Hérita. J'ai fait le couple vers Saint-Hérita à côté. Mais c'est elle qui m'a tenu la main. Mais confiant de moi-même, de tout ce qui est advenu, on a travaillé. Mais pourquoi ne pas donner l'opportunité aux autres? Vous savez qu'il y a des régions dont les enfants ne disposent pas de l'énergie électrique. Mais pour le peu que le président de la République a fait, il y a une amélioration. J'ai travaillé sur ça dans d'autres contextes. Mais si lui part, et que si déjà les députés ne commencent pas à être attentifs, voire porter le problème public, voire trouver des réponses aux problèmes publics, mais est-ce que, ça je le dis, est-ce que ceux qui vont venir vont avoir de l'attention pour qu'on puisse réaliser encore des choses? Ça c'est un questionnement. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'est pas temps dans 3 ans. Tous ces acteurs politiques aujourd'hui autour de lui, d'accord, ils ne vont pas quitter de sitôt la scène politique. Mais il faut qu'ils commencent pas à s'investir davantage. On ne peut pas me dire, je connais bien les fonctions d'une formation politique. Mais si la fonction de socialisation n'est pas réussie, comment vous voulez que vous puissiez avoir l'adhésion? Le militantisme, s'il existe, il est différentiel. Vous comprenez? Bien sûr. Le militantisme, s'il existe au sein d'un parti politique, il est différentiel. Selon votre capacité et selon votre statut. Ce n'est pas ceux qui avancent les sièges qui sont les mieux positionnés. D'accord? Il faut que les gens travaillent. Moi, j'ai observé que certains ont été positionnés sur des listes, d'autres se sont sentis frustrés. C'est humain, hein, la frustration. Non, la frustration, même si elle est humaine, il faut la justifier. Non, sincèrement, on ne peut pas dire qu'on est parti politique, qu'on n'est pas porteur de valeur. Et on vient dans l'espace public. Il y a une contradiction. Je suis sincère, il y a une contradiction.
Donc, il faudrait que les gens commencent par travailler sur ces données dont je parle. Il y a tellement, je ne les apprends rien. Quand je peux citer certains parmi eux qui ont fait l'expérience et qui continuent de faire l'expérience, ce que je dis, ils en sont conscients. Parce que certains sont partants dans cette réforme. Mais est-ce que ce que vous dénoncez ou ce sur quoi vous attirez l'attention n'est pas réservé peut-être aux élites? Non, ce n'est pas les élites. Que nous sommes... Non. Le Parlement, dans notre système, c'est la deuxième institution de l'État béninois. Et on sait ce qu'un député est capable de faire. C'est contrôler l'action du gouvernement. Donc quand je dis aux élites, c'est par rapport à la critique et à l'évaluation que vous faites justement. Non, il y a les institutions de la République qui sont là pour faire les évaluations. Il y a un document qui sort régulièrement dans ce pays, le développement humain durable. Vous allez au niveau du ministère du Plan, aujourd'hui du ministère du Développement, vous aurez ça. Il y a ce qu'il appelle le tableau de bord social que l'Instad fait sortir. Mais les gens peuvent lire. Je viens de parler du rapport passé. Bien sûr. Et bientôt, j'attends un autre rapport dont je ne veux pas nommer pour le moment, parce que j'ai déjà lancé les requêtes. Moi, je suis beaucoup plus dans des données scientifiques, dans des données statistiques qu'il faut analyser, travailler. Donc, vous trouvez qu'il y a un décalage entre le terrain, ce qui se passe réellement, et oui, il y a un décalage. Le travail oui. Au quotidien des députés. Il y a oui, on ne va pas, c'est ça que je dis, ils n'ont pas eu le feedback. Quand on parle de réduction, je vois la réduction d'aller dire nous avons voté telle loi. La loi que j'ai votée porte sur quoi? Quel est le contenu? D'une part. Et quel impact de cette loi sur mon quotidien de lambda dans la circonscription électorale? La question de redevabilité s'exprime à ce niveau également. C'est ça. Il ne faut pas que la quête de notre statut, de notre privilège social, nous donne tout et qu'on n'ait pas le minimum et qu'on devienne une caisse sociale temporaire. Dès qu'il y a un décès à tel endroit, il faut que j'aille apparaître. Mais les pactes, Dr Kalis, vous savez que les débats généralement à l'Assemblée sont publics par le biais des médias qui les transmettent. L'impact directement, est-ce que celui qui s'y intéresse n'est pas déjà enfermé? D'où le devoir de redevabilité dont vous parlez. Non, est-ce qu'il faut forcément... Ce que je dis, pour être mieux compris, oui. C'est qu'il faut que moi, on augmente le taux de niveau de connaissance dans le pays, ce qui est en train d'être fait. Je l'ai toujours dit, les cantines scolaires, j'ai dit, ou je l'ai dit partout. D'accord. L'autre chose, il faut s'intéresser aux gens. Quand je dis l'intéresser aux gens, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Non, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Je ne vais pas citer des localités dont un dernier tour m'a permis, j'en parlerai ailleurs. C'est pour là que je dis que cette législature, en termes d'attente, avant que vous ne posiez d'autres questions, il y a des têtes qui sont revenues, il y a des têtes qui sont bien vues, hein, donc il y a du travail à faire. Ce travail à faire, je les invite, si c'est pour prendre connaissance du plan de développement au niveau de leur commune, avec leur équipe, il faut qu'ils le fassent. Le président a laissé des attentes jusqu'en 2026 sur un certain nombre de domaines. Sur ça, il faudrait qu'il... Il y a la cellule d'appui du président de la République ou des experts, des gens qui réfléchissent, qui écrivent bien. Les gens peuvent chercher des informations pour avoir de la documentation. C'est trop dit qu'on me confère pour avoir de la documentation. D'accord? On peut aller au niveau du ministère de la Santé et beaucoup plus au niveau du DPP, avoir de l'information si on a des domaines à faire. Pour voir. On peut venir à l'université, dans le secteur, il y a trop de travaux. Ce que vous décrivez là est quand même quelque peu préoccupant. Si je vous paraphrase, si je lis dans vos pensées, c'est le diagnostic que vous faites, c'est que nos élus, en tout cas pris dans leur globalité... Oui, nos élus ne s'investissent pas sur ces données-là, sur ces réalités. Or, sans ça, vous ne pouvez pas porter un projet public. Ah oui, puisque aujourd'hui... Oui, bon, en même temps, le projet public, ces projets publics-là sont portés par le gouvernement. Oui, même si c'est porté par le gouvernement, oui. Les partis politiques aujourd'hui sont au gouvernement. Vous comprenez? Et tel qu'on est en train d'aller maintenant, ça veut dire quoi? La réforme du président de la République, c'est que les prochains présidents vont sortir des partis politiques. Oui. Si déjà ce que je dis, on ne prend pas conscience, comment celui-là va élaborer son programme? D'accord? Oui. Vous prenez la plupart des documents dans beaucoup de secteurs, le président de la République a fait appel à les compétences.
J'exploite ces documents comme un citoyen lambda. Ce n'est pas que je suis universitaire que je les exploite. C'est là, tout le monde peut aller le lire. Il y a beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui. Tout le monde peut aller chercher. On doit mettre un coup de fouet à la oui, moi j'invite. Pour une meilleure dynamique. Et ils sont bien, quand je prends les professeurs, par exemple, je les cite parce que c'est des gens que j'ai vus à l'œuvre, ce sont mes mentors que j'ai vus. Quand je prends Alfred Bako, lui, il sait de quoi je parle. Quand je prends le professeur Lazare, il sait de quoi il parle. Donc il faut se donner. Heureusement que ceux-là, ils retournent. Non, je ne dis pas qu'ils retournent, mais dans leur trajectoire, cela fait partie de leurs activités. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Je reste interrogatif. Voilà. Nous allons rester sur ce qui est sorti des urnes pour nous attarder quelque peu sur le quota des femmes. Parce que c'est une préoccupation pour vous. Est-ce que, je vais être direct, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite arnaque dans cette matière? Parce que quand vous regardez au final ce qui est sorti des urnes, vous vous dites les 24 concédés par la discrimination, par cette loi, évidemment, on n'a pas à féliciter les partis politiques pour ça parce que c'était obligatoire. Mais quand au-delà, il n'y a pas, le butin est très maigre, si ce n'est dire dérisoire. Est-ce que les partis, disons, les femmes ne se sont pas fait avoir à ce petit jeu de discrimination positive? On a mis ça en avant, mais au final, elles n'ont pas tel été dupées. Avant l'avènement de cette loi, je voudrais citer deux dames et un homme qui ont fait un travail. Non, je cite les deux dames. Je vais parler de l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Odile Atanassor, famille pouvoir qui a fait un travail. Et puis, l'autre l'ex-dame, je vais nommer l'ex-vice-présidente de la Sénat, je vais nommer Geneviève Boucor, sur femmes et élections. Et un autre courant porté par Maryse Aranz-Oglele, qui disait si déjà on pouvait respecter l'ancien principe d'égalité, le problème n'allait pas se poser dans la mesure où les femmes n'étaient pas beaucoup bien positionnées sur les listes qui étaient vues. Est-ce que vous voyez? Et quand je lis les pensées, les travaux de ces droits, je constate effectivement, à l'issue de ceci, que la sous-représentativité féminine qu'on a constatée et que nous voulons corriger, cette approche, elle n'est pas... elle ne doit pas... Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas été fructueuse, mais cette approche manque encore de contenu pour qu'on puisse contraindre davantage les partis politiques à mieux positionner. Je le dis parce que depuis 1991, jusqu'aux dernières élections, jusqu'à la 8e législature, il n'y a jamais eu une dizaine de femmes, pour ne pas trop faire des chiffres. Oui. Vous avez compris? Il n'y a jamais eu une dizaine de femmes. Et que pour la première fois qu'une femme soit siégée à ce niveau, c'est pendant les élections, c'est pour la législature de 2015 à 2019. Je veux nommer l'actuel président de la République. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez la scène politique, la sous-représentativité féminine reste et demeure notable. Dans cette approche d'inclusion, dans cette approche, je ne dirais pas de parité, mais plutôt de multiplication, de multiplicateurs d'acteurs, d'accord, dans les instances de prise de décision. Pour dire que les 4 autres sont venus des listes. Oui. Ces listes, la question que je me pose, je ne vais pas les nommer, tous les partis politiques n'ont pas fait la même représentativité, n'ont pas fait le même positionnement. Les niveaux de positionnement sont diversifiés, d'une part. Mais ceux qui ont la chance de dire nous avons porté tel combat n'ont pas pu ne se sont pas retrouvés parmi les électeurs. Est-ce que vous voyez? Ne se sont pas retrouvés parmi les électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste encore un autre travail à faire pour que nous puissions aller au-delà. C'est d'imposer de façon systématique. Que les femmes soient tête de liste? Non, je ne dis pas tête de liste. Peut-être que, enfin, que les choses soient de façon alternée. Elles le sont même. Okay. De façon alternée. On peut dire, dans telle circonscription, quelle est l'audience du parti politique? S'il y a audience de ce parti politique,
qui sont nos électeurs. Aujourd'hui, on peut aller chercher nos électeurs. Oui, la base de données de la Sénat aujourd'hui peut nous permettre d'aller avoir nos électeurs. Oui, il faut qu'on mette une étude. Il faut recruter des jeunes pour des départs. Vous voulez vraiment qu'ils dépensent le financement public à dessein? On doit dépenser. Ne pas les laisser non, on doit dépenser. Il faut qu'un député ou bien les députés qui sont élus dans la même circonscription électorale écrivent à la Sénat, nous voulons savoir qui sont nos électeurs. Puisque déjà, la Sénat fait vraiment cet effort de nous aider à désagréger déjà non seulement nous avons la liste électorale qui était déjà désagrégée par CES, mais la Sénat fait de grands efforts aujourd'hui de désagréger à partir de la feuille de dépouillement. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'ils ont besoin d'écrire à la Sénat qu'ils vous souviennent ce que le rapport a dit? S'ils ont eu des représentants dans les postes parce qu'il faut qu'ils aillent au-delà pour avoir de façon officielle, d'accord, tout ce qu'il faut dans la circonscription électorale. Il y a une base de données qui est là. D'abord, je pense que la loi dit quand on finit, les registres vont rester dans les arrondissements ou dans les arrondissements pour 8 jours. D'accord? Je pense qu'en ce moment, tout le monde est pressé de savoir quelle est l'issue du vote. Donc, ils peuvent déjà commettre des jeunes pour aller leur faire ce dépouillement et qu'ils sachent qui sont nos électeurs. Si pour telle élection, voilà le profit de nos électeurs, comment il faut faire pour augmenter la maille de nos électeurs pour les prochains scrutins? Il faut qu'il y ait des analyses de prospection. Sans prospection, on ne peut pas rester dans le temps. Ça, sans prospection, on ne peut pas dire que l'activité politique, c'est d'abord une activité humaine. Oui, donc c'est cela qui va leur permettre de mieux positionner les femmes. Enfin, de mieux positionner les femmes. De commencer par ces femmes qui n'ont pas été à l'école, que le programme public en termes d'alphabétisation puisse aussi être intensifié. Pour expliquer davantage, c'est quoi le vote? Oui, mais est-ce que là, vous ne trouvez pas des arguments un peu trop faciles aux partis politiques? Parce que la question qui se pose fondamentalement, c'est quand on enlève ce que la loi a imposé, encore une fois, si on doit faire, ça veut dire qu'on a eu grosso modo 4 femmes sur 83. Si on doit faire... Non, ça veut 4 femmes sur 85. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes passés de 83 à 109. À 109, oui. Dont 24. Oui, voilà, exactement. 24, c'est une liste purement féminine. Voilà, sur 85, d'accord. Oui. Comme bien, monsieur, sur 85. C'est pour dire que la tendance est constante. C'est ce que je veux dire. Oui, donc, évidemment, est-ce que c'est pas... Un homme qui soit élu et 4 femmes. Pourquoi 4 femmes? Là, maintenant, il faut que chacun aille voir les femmes là, sur ces partis politiques, éligibles au partage des points. Comment les femmes ont été positionnées? Dans quelle circonscription? Si dans la circonscription, quel est le niveau de positionnement? Voilà, je pense que c'est là la réflexion. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si on ne fait pas ça, ça ne dénote pas d'une manque de volonté, parce que c'est non, bon, je pense que certains vous diront... Oui. Certains vous diront que les femmes ne sont pas disponibles. D'autres vous diront qu'elles n'ont pas les moyens de faire la campagne. Et il y a plusieurs variables explicatives. Mais on peut changer. On peut changer aujourd'hui, même si j'ai encore des problèmes en termes de déperdition scolaire féminine, le peu qui est là peut comprendre et qu'on puisse les motiver. Si vous suivez bien, il y a aujourd'hui quoi? Il y a aujourd'hui des programmes dans le pays qui demandent que les filles viennent pour prendre part des activités politiques et autres. La question que je pose encore là pour ces bailleurs de fonds, est-ce que ces bailleurs de fonds ont commis des études pour savoir quels sont les mobiles d'une certaine réticence de la personne, de cette féminin par rapport aux activités publiques? Oh, c'est ça que je dis. Le CES est un construit social. Mais ce que nous voulons faire pour procéder à une déconstruction, il faut le faire sur des bases empiriques. D'accord, docteur, mais ce que vous dites, vous les dites en griffe, c'est un peu de leur faute si elles ne sont pas... Non, je ne dirais pas de leur faute. C'est à nous de travailler dans la maison pour ne pas faire positionner la femme comme elle est là pour ne faire que les tâches secondaires. Chez moi, ce n'est pas comme ça. La proposition que vous faites, docteur Kalis Ouédé, elle est certes une proposition, mais est-ce que ce n'est pas un risque également d'imposer cela? Parce que vous avez dit que les partis politiques connaissent leurs électeurs, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de positionner peut-être une personne qui ne reçoit pas l'assentiment de ces électeurs-là? On perd en popularité. Non, ça c'est... Tant que vous ne commettez pas une étude pour moi, pour apprécier quelle est ce qu'il appelle l'adhésion
il y a des adhésions à des partis politiques du fait de la personnalité des gens. Bien sûr. Ça, je n'ai pas évoqué. Je ne veux pas évoquer. Si dans certaines circonscriptions électorales, certains leaders qui sont encore en vie étaient sortis, a priori, certains résultats vont changer dans certaines circonscriptions électorales. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui se trouvent que, bon, je n'ai plus d'identité à travers la liste qui est là. Je ne me retrouve pas dans la liste, par conséquent, il n'ira pas voter. Soit il va voter, mais pas dans le bon sens. Quand il dit qu'il peut voter nul. Avant les positionnements sur les listes, c'est non, là ou bien? Déjà, ce que je dis ici, ce n'est que des réflexions de prospection pour qu'on puisse corriger tout ceci avant 2026. Exactement. Ah, sinon, la tendance risque d'être comme ça. Parce que, regardez, quand j'enlève les 24, c'est ce que j'ai eu du 91 en 2019, puis est là. Encore moins. Hein, encore, oui, c'est ça. Beaucoup moins. Si on doit comparer certaines périodes. Oui, beaucoup moins. Oui, je sais. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Par rapport à ça. Ces résultats ne devraient étonner personne, docteur Kalis Ouédé. Ça ne devrait pas étonner normalement. Parce que non, tout dépend du positionnement. La discrimination positive, certes, mais... Moi, ça ne m'étonne guère. Mais c'est que le diagnostic qui est établi, il faut que l'antidote soit aussi convenable. Mais ces diagnostics, certains ne veulent pas faire le diagnostic et rester dans le postulat de ce que j'appelle une prédominance masculine. C'est trop facile aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Travaillons pour donner de la confiance, de l'estime aux personnes de sexe féminin pour qu'elles participent à des activités sans que la crainte des uns et des autres, puisque concerne la gestion de son corps, ne soit pas une source de nuisance. Exactement. C'est ça, c'est la gestion du corps de la femme qui pose tous ces problèmes. C'est son corps, ça, je ne le dirai pas plus que ça. C'est son corps, sa perception dans l'espace public. Ou la perception des autres. La perception des autres. Donc, surtout de la société, pour vous. De la société, c'est là que j'ai dit aujourd'hui. Ça, je l'ai manifesté dans un document dont je tais le nom. C'est quoi? Il faut déconstruire la perception qu'on a de la personne de cette féminine en Afrique. Certains relents culturels qui ont positionné la femme dans des rôles figés, on doit revoir ces données pour transposer, pour projeter la personne de cette féminine sur d'autres sphères, d'où lui montrer sa capacité de faire. Mais si on ne fait pas ce travail, la reproduction sociale de son statut va être lui perçue que la chose la plus normale. Aucune société n'est restée statique. Même s'il y a des choses à faire, il faut qu'on travaille. La fille, hier, qui ne pouvait pas être avocate au barreau, aujourd'hui, on en trouve. Même si, quand je prends la Grande Muette, il y a des personnes de sexe féminin qui se trouvent à un certain nombre de rôles. Parce qu'on a donné l'opportunité à cela. Et que, dans cette opportunité, moi, je salue le président de la République pour des cas de harcèlement, pour les cas de viol. Je prépare pour des choses qu'il a mises en place en faveur de la gente féminine. On doit pouvoir l'évaluer avant qu'il ne passe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sensible de pas là où il est. Peut-être, je ne vais pas le dire de façon comme ça, sans oublier aussi la visibilité de certains actes que pose la première dame. Puisque j'ai suivi, entre autres activités, d'accord, la reconversion des déscolarisés du fait de la grossesse. J'ai été sidéré qu'il y a des gens dans ce pays qui pensent à cette couche, d'une part, d'accord, et d'autre part, il y a un travail. Les cas de viol aujourd'hui, d'accord, par sa structure, non loin dans la ville de Cotonou, qui fait aussi un effort. Donc, il faut qu'on travaille pour davantage sanctionner les prédateurs qui viennent perturber la quiétude et l'avenir des filles. Voilà ce qu'il faut faire. Déjà, à part ça, aider les filles même aussi à avoir confiance en elles-mêmes pour travailler. Je n'ai jamais cessé de le dire partout où je passe et je trouve des personnes devant moi. Et il faut l'aider, elle comprend mieux, mais ne vous préoccupez pas de son corps. Voilà. Nous allons peut-être nous attarder quelque peu sur le traitement médiatique, le contenu des messages. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué brièvement. Déjà, la haute autorité de la communication a en tout cas essayé d'organiser quelque peu le débat public. On peut dire que en cette campagne-là, quand même, les uns et les autres ont pu glaner ici et là quelques propositions mises sur la table par les partis politiques. Comment vous avez vu, en tout cas, ce traitement dans sa globalité, dans son entièreté, et quel impact
cela aurait eu sur, voilà, sur le vote ou bien sur le comportement des acteurs? Bon, je pense qu'il faut rentrer un peu dans la genèse avant de venir sur le traitement. Je pense que la première fois que cela est arrivé dans notre système démocratique, si je ne me trompe pas, c'est en 2016. Le débat télévisé. Le débat entre les acteurs, entre les candidats. Oui, le deuxième tour. Oui, le deuxième tour. D'accord. Oui. Et c'est organisé la première fois. D'accord. Oui, je rentre dans la genèse. Après ça, c'était l'élément Covid qui a servi. D'accord. Bon, on dit l'appétit vient à Amazon. Les gens ont réédité. D'accord. Là, la démarche est bien. Maintenant, revenons au contenu. Je prends le contenu pour ces élections, législatives. Oui. Le contenu, les thématiques sont bien, pour ne pas dire bonnes. C'est des préoccupations à caractère social, la santé et autres. Mais j'avais gardé beaucoup plus la question de santé. Et là, le contenu n'a pas tenu compte de la réalité. Les sources de les sources de son alimentation, je ne les comprends pas. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des sources où nous pouvons bien alimenter ce débat. D'accord? Aujourd'hui, nous avons des zones sanitaires. Vous pouvez avoir une certaine autre chose. Avant les zones sanitaires, vous avez l'annuaire statistique également aussi qui est là. Il y a une étude qui a connu 3 éditions qui n'est pas aussi mal. L'enquête SAR. D'accord. Donc, il faut tout ça là. Et si vous aimez bien vraiment étoffer vos réflexions, nous avons 2 grandes universités qui disposent de la médecine. Il y a des travaux scientifiques qui sont là. Des thèses qui font le lien entre le milieu de vie, le milieu professionnel et l'impact sur la santé. Vous nous ramenez encore une fois à l'impréparation des... C'est ça que je dis. On ne peut rien faire sans le savoir scientifique. Et ça, je l'ai constaté. Je l'ai constaté. Le contenu de ce qu'ils ont le contenu, produit. Oui. Et il faut disposer, déjà dans l'introduction, il faut faire ce que j'appelle une brève description de l'état sanitaire. Le Bénin dispose comme une zone sanitaire. Quelles sont les pathologies les plus létales? Si elles existent, elles concernent qui? Dans quelle zone? Pour quel mobile? Ce que j'appelle un plan diagnostique bien établi. Mais quel est le rôle du député dans la connaissance de cela? C'est là que vous m'avez posé des questions en amont, mais on va revenir sur la question des offres. Oui. Quelle serait la contribution du député qui vient, d'un parti politique qui vient sur ces questions-là? Si c'est qu'il n'a pas une raison d'être, je ne pense que ça doit être là. Ça ne va pas être là. Ça veut dire quoi? Ce que je disais en amont, que c'est nécessaire pour des députés de disposer des compétences universitaires autour d'eux, ou bien des praticiens, des gens qui s'y connaissent autour d'eux. Les bonnes informations, travailler. Quelle est l'information ici? Pourquoi? Dans cette, je cite un de mes doyens universitaires, je veux nommer le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, qui, les médias sont allés, il a fait une description de tout ce qui se fait pour bien contrôler les informations qu'ils ont reçues à travers les cantines au niveau de la Sénat. Mais pourquoi on n'a pas commis des gens? Pourquoi on ne peut pas commettre des gens? Il a cité des magistrats à la retraite, des universités. Donc c'est fini. On a besoin de la matière grise. Et ça, le président de la République en a utilisé pour ses activités autour de lui. L'autre chose qui reste, c'est d'entretenir davantage cette matière grise qui se trouve dans les universités. Voilà. La préparation, d'accord. Oui, il y a les préparations. S'il y avait une certaine cohérence au moins dans ce qu'il... Non, je ne manquerai pas de dire la cohérence parce que le problème de la santé dans le pays, c'est une réalité. Oui, ça, vous avez pris l'aspect santé. Oui. Il n'y avait pas eu le débat que sur l'aspect santé. Non, il y a eu d'autres thématiques. Et déjà aussi, les partis politiques n'ont pas toujours envoyé des gens capables d'y répondre. Oui. Quand il y a ces sujets qui peut aller chercher, même si vous n'avez pas quelqu'un qui est de votre formation politique, mais qui peut mieux nous renseigner, la personne vous produit une fiche et vous explique. Et celui-là qui ira répéter là-bas aura au moins un argumentaire. Répéter. Oui, bon, il ne peut pas non plus répéter fidèlement. C'est seulement celui qui a produit son texte qui pourra rendre aisément. Non, tous les experts ne sont pas à la télé. Oui. Mais il faut quand même trouver un bon client pour restituer. Non, tout se prépare. C'est quoi? L'expert qui a fait le travail.
Il vient, si vous disposez de vos vidéoprojecteurs et tout ce qui est là, il vous briefe davantage. Il vous met à l'œuvre avant de dire, bon, vous pouvez aller faire. Non, mais vous pensez que des présidents, des bonnets qui sont bien, viennent... non, le travail est fait et les gens procèdent à ce qu'il appelle une assimilation. Mais vous ne pouvez pas venir dire des choses qui ne sont pas réelles. Quelle est la carte sanitaire de mon pays? Moi, j'ai suivi ça, je n'ai pas entendu la carte sanitaire. La réorganisation aujourd'hui qui est faite, complétons le maintien de certains dans les postes en milieu sanitaire, les bourses que l'État aujourd'hui est en train de donner à certains corps dans le monde sanitaire pour que nous ne manquions pas de personnel qualifié par rapport au plateau technique qu'on est en train de mettre en place. Il y a ce travail-là qui est fait par le président. C'est vrai que je salue au passage. Mais il faut que le député sache ce qui se fait. À telle partie, il a manqué telle chose. Mais si vous n'avez pas l'information vous-même, vous ne produisez pas vous-même l'information. Vous comprenez? Voilà. Donc, le président, les gens qu'il a mis autour de lui, un travail qui se fait. Vous prenez, quand vous prenez le péage de 2016 à 2021, il y a trop de choses que vous pouvez lire. Mais quand vous lisez, c'est bien documenté. Pourquoi eux, les députés, ne peuvent pas faire appel à des gens pour les aider à mieux comprendre? Là, c'était même pas encore les députés, ça c'était ceux qui prétendaient au poste. Pour certains, il y avait oui, mais il faut travailler. Il faut travailler. Il ne faut pas que les gens disent, bon, moi j'ai l'argent, je mets l'argent, je vais être élu. Puisque la mise en vigueur de ces tests, d'accord, où le renouvellement du mandat ne va pas dépasser 2, mais sachez que ceux-là sont en train de partir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour créer l'adhésion au niveau des formations politiques si on veut que ces formations politiques restent dans le temps? Vous comprenez? C'est fini. Non, tous ceux qui sont là, ce n'est pas des choses acquises. Hein? Ah oui, nous sommes en matière de comportement humain. Nous sommes en matière de comportement Justement, humain. est-ce que toutes ces défaillances-là ont eu un impact sur cette désaffection dont vous parlez concernant le taux de participation? Ah oui, je ne peux pas dire, non pas. Peut-être certains ont vu ça et ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils... Il faut que les gens comprennent que le taux d'instruits est en train de connaître une croissance. Et que certains sont des multiplicateurs de voix. Ah oui, l'élu, l'instruit qui est dans sa zone, ou bien les gens l'appellent pour dire, bon, faut bien ceci, quelle est la conduite à tenir. Bien que vous ayez fait votre campagne dans les zones et tout ça, mais de par son comportement, de par ce qu'il est son comportement autour, il peut donner des positions. Mais on me dira que ça n'aura pas d'effet. Mais je ne l'apprends rien à certains. Comme le disait, le comportement individuel va venir pour créer ce qu'il appelle effet pervers de Pierre Bourdieu en sociologie. Et le vote individuel va de plus en plus se faire entendre. Si entend dans notre dispositif, par exemple, je le dis comme ça, si entend en dehors de notre bulletin unique, qui est devenu réalité, que tout le monde affectionne, par rapport au multi-bulletin qu'on avait commencé en 91, on dit aujourd'hui, nous voulons écouter le son de cloche de cette désaffection, sans pour aller faire une étude. Et nous mettons ce bulletin blanc avec des variables. Ils ont déjà commis des experts qui ont fait un travail. On s'entend avec les acteurs politiques et tout ça là. Bon, en dehors de ça, voilà, ici, on peut le faire selon les langues traduites, d'accord? Ce bulletin à part, il exprime peut-être un besoin, ou bien il exprime, il exprime une opinion dont on doit tenir compte. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, si déjà par rapport à tel candidat que les gens constatent que ça ne va pas, mais il va se dire, mais pourquoi le comportement électoral n'a pas été en ma faveur? Oui. Il va faire que rien que ce qu'il y avait des analyses conjoncturelles. Or, pour une analyse qui se veut pérenne, pour produire des effets dignes de ce nom, il faut vraiment faire un diagnostic. Lequel diagnostic doit disposer d'un plan de remède. Et le plan là peut être échelonné. Donc, voilà. Oui. On va poursuivre dans le cours de cet entretien. Avant, vous avez, si vous le permettez, les défis maintenant de cette législature, la 9e, qui va s'installer le 12 février prochain. Quel endroit
d'attendre de ces 109 députés, Dr. Kalice Ouédé? Non, on est en droit d'attendre mieux. Mieux en quel terme? Mieux en termes de productivité et en termes de visibilité. Mais ils n'ont pas le temps. Donc, non, quand je parle de productivité et en termes de visibilité, ça dit quoi? Produit des lois à l'appel? Oui, ils peuvent s'auto-saisir sur un certain nombre de faits. Il a dit à l'appel, hein. Ouais, vous parlez de productivité. Oui, il faut qu'il y ait de la productivité. Oui. D'accord, moi je ne dis pas plus. Tout le monde sait déjà ce que je dis. Et il faut que l'actuelle législature fasse mieux que la précédente. D'accord? Oui, sur quel champ? Non, je ne vais pas leur expliquer leurs fonctions. D'accord? Les nouveaux qui sont arrivés, tout ça, il faut qu'il y ait très tôt ce que j'appelle l'intégration. Oui. D'accord? Et que tout le monde soit dans des groupes, en dehors des groupes parlementaires, et que tout le monde se retrouve bien dans les commissions, la régularité et que les gens travaillent. Moi, c'est fini. Et qu'il y ait vraiment de la productivité, que les gens s'expriment et que les gens soient ouverts pour des recherches. Mais vous savez qu'il y a de nouveaux arrivants. Oui, bon, c'est ça qu'il n'y a pas de l'intégration. Non, déjà en amont. Non. Et pour préparer ça, c'est quoi? C'est le moment pour les partis politiques de les réunir. Ceux qui n'ont pas été, pour ceux qui vont, voilà comment le Parlement fonctionne, voilà expliquer tout cela, et bon, voilà comment ça fonctionne. Il faut le faire, c'est pas là-bas pour la première fois. Non, mais il faut l'expérience. Expliquer ne suffit pas forcément de l'expérience avant de... Non, quand vous expliquez, déjà quoi, vous ne serez pas ce que j'appelle trop étrange, excusez-moi l'expression, je ne sais pas le mot que je voulais utiliser, vous ne serez pas trop dépaysé dans votre première arrivée. Puisque là, vous êtes devenu un élu de ce niveau, le comportement n'est pas le même. Mais est-ce qu'on lui a dit comment il faut se comporter? Bon, ça c'est le rôle des partis politiques de préparer. La question de socialisation politique. Oui. D'accord? Comment prendre la parole? Comment faire ceci? Je n'ai pas rien, mais on met les gens parce qu'on a besoin. Non, il faut qu'il y ait un travail de formation. Et cette formation, si elle doit exister, il faut qu'elle soit pérenne. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, ce premier niveau, l'intégration, et qu'il y ait de la cohésion au niveau des groupes, et que les gens puissent travailler, et que dans l'ordre hiérarchique du fonctionnement, tel qui est là, qui va être ceci à tel niveau, et tout ça, parce qu'aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Au niveau du Parlement, tous les députés ont un bureau. Il y a un endroit où vous avez votre enveloppe, et il faut aller chercher l'information. Et ne pas être... Ils ont un bureau, donc il ne manque plus que les experts. Ah oui, il manque les experts, les moyens d'entretenir les experts. Il doit aussi avoir des experts, Dr. Kalice Ouédé. Tout le monde n'a pas d'experts. Pas tous, mais certains. Oui, tout le monde n'a pas d'experts. Certains peuvent dire, bon, je suis universitaire, je suis ceci, je peux tout faire. Non. Non, je dis non, je le dis, quel que soit votre rang dans le monde universitaire, vous ne pouvez pas, vous savez tout faire. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont faire ce que vous dites là? Parce que vous l'avez précisé au tout début, c'est un parlement de transition. Oui, c'est un parlement. Moins de 3 ans pour exécuter. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Voilà, c'est déjà à partir de là qu'il faut travailler pour ce que j'appelle l'ancrage davantage, l'adhésion davantage. Ceux qui ne sont pas éligibles aujourd'hui ne veut pas dire que dans 3 ans, certains ne vont pas revenir. Ah, bien sûr que oui. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on a constaté la désaffection a avantagé certains, que j'aurai la désaffection encore en 2026. Non, on va travailler pour qu'il n'y ait pas la désaffection. Déjà, le premier travail, c'est d'expliquer quelle est l'utilité du vote dans un régime démocratique. Quelle est ma contribution pour le fonctionnement de l'État? Et l'État aussi va quand même pas créer ce que j'appelle l'adhésion entre activité, projet public, d'accord, et la distribution de la richesse. Si je ne suis pas impacté et qu'il voit qu'il prend le vote comme c'est juste pour permettre à certains d'accéder à un meilleur statut dans la société et que ce n'est que sa descendant qui dispose d'une mobilité sociale, il va avoir ce qu'il appelle sa désaffection puisqu'il ne se retrouve pas dans ce qui est fait. Donc, nous allons commencer par travailler pour faire comprendre aux gens que le vote, d'une part, et d'autre part, la distribution de la richesse sociale. Les services sociaux, c'est là et autres, et d'autres choses également qui puissent être bien faites. Et qu'un élu, quand il vient dans sa circonscription, qu'il puisse avoir le comportement intégrateur. Ah oui, le langage qui serait le vote, les propos qui seront les votes, ce n'est pas là. Parce que dans le même temps, dans sa circonscription, ce que les gens attendent, c'est pas souvent le langage ou la posture, mais c'est le geste. Non, il ne faut pas réduire la vie politique
Non, oui, je comprends. Oui, c'est un constat, mais si c'est ça, ce constat n'est pas productif. Et il faut qu'on y travaille pour améliorer ce constat. C'est un mauvais constat. D'accord. Et au vu de la configuration actuelle du Parlement, et si on en venait au jeu des acteurs, pensez-vous qu'on aura un débat budgétaire équilibré, docteur Kalis Wode, puisque c'est sur ça que beaucoup attendent. Non, moi je ne veux pas réduire l'utilité du député seulement au débat budgétaire. Tout ce que le gouvernement envoie comme c'est le débat budgétaire qui aura des impacts sur ces inégalités dont vous parlez. Attendez, avant de venir là, tout ce qui est fait, tout ce qui est envoyé, si même vous ne connaissez pas la loi, nous avons trop d'acteurs, trop de chercheurs aujourd'hui qui vont vous aider à mieux comprendre la loi. Si en temps le parti politique n'a pas mis en place des structures pour permettre aux gens de s'approprier du contenu de la loi avant de venir au niveau du Parlement. Ça, c'est des travaux en amont que les gens doivent faire. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il n'y ait pas ce que j'appelle le jeu d'influence. Le jeu d'influence, c'est ceux qui ont déjà l'expérience vont étouffer les autres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. D'accord? Parce que je l'ai dit, le renouvellement de la classe politique est déjà une évidence qui va venir. Est-ce que vous voyez? Donc, ce travail-là est fait. Les gens vont commencer par beaucoup plus adhérer et que ceux qui vont venir, il y aura un traitement humain, ceci, comment il faut faire, et puis c'est fini. Donner de la confiance aux gens. Ne pas attendre le jour, la veille des élections pour venir se comporter comme une victime qu'il faille sauver. Non, ce discours va connaître une fin. Et il faut que les acteurs de la société civile aussi travaillent davantage. Oui, cette désaffection que nous avons constatée, j'invite les acteurs de la société civile qui sont sur des questions de droits de l'homme et autres, de reprendre du service. De reprendre du service. Ils sont un peu trop passifs? Non, bon, moi je ne dirais pas passif. Quand j'utilise mes concepts, les gens doivent comprendre mon concept de reprendre du service. Peut-être leur manque-t-il également des experts? Non, je ne veux pas parler des universitaires. Je ne veux pas parler des experts, je parle beaucoup plus des experts pour la classe politique, d'accord, surtout les élus, voilà. Ceux qui comprennent bien ce que je dis, ils peuvent bien le faire. Je pense que le professeur Bako est capable, c'est l'une des figures au sein du parti Bloc républicain, d'accord. Je sais de quoi il sait ce que je dis, il est capable de l'organiser. Le professeur Lazare Sekwetor, capable de le faire. Le professeur Djobrenou, capable aussi de le faire. Avec son collègue, donc pas nous qui est élu dans la 6e circonscription électorale, d'accord? Déjà, ce statut, je pense que ce que j'ai dit, que le comportement devient de plus en plus pour tout le monde un comportement intégrateur. Donc ces universitaires peuvent changer la donne, ils peuvent contribuer et que les autres puissent prendre le relais. Oui. Et que des députés qui sont nouveaux, peut-être qu'on a donné leur contact pour des prix de rendez-vous, ne soient pas là à fuir les gens. Non, non. Ça sent du vécu. Bien sûr, je suis sociologue. C'est ça que je dis. Un sociologue, c'est d'abord de l'empire. Oui, bon. Même pas décliner, mais fuir. Mais oui, fuir. Parce que vous avez demandé de comprendre vos concepts. Oui, c'est ça. J'essaie de comprendre, de bien comprendre ce concept. Donc, il faut qu'il y ait cette ouverture, d'accord, que nos institutions deviennent des espaces de recherche. Oui. Il faut que ça, là, on ne commence pas à se l'approprier. En même temps, il y a une question, il nous reste quelques minutes, il y a une question importante en tant qu'université, en tant que scientifique. Le palais des gouverneurs ne vous est pas hermétiquement fermé. Donc, vous avez de la documentation, vous avez certainement pour la 8e législature, là maintenant, vous avez du temps pour essayer d'analyser quelque peu en termes de loi, en termes de régularité, il y a quand même des données qui sont disponibles et qui puissent vous permettre d'éclairer non seulement l'opinion publique, mais bon, de mettre les données sur la table. Monsieur Xavier, je le dis, tout ce que je fais, je le fais pour la plupart sur mes propres fonds. Oui. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent. Deuxième élément, je salue au passage tous ceux qui sont au niveau de ces divers espaces de documentation, puisque vous avez, je les salue au passage, je ne veux pas les nommer, d'accord, et qui m'aident dès que j'ai besoin d'une information, j'ai l'information certifiée, d'accord.
je les salue au passage, je ne veux pas les nommer du Parlement, ministère santé, l'université, puis les autres jusqu'à l'OMS, je les salue tous. Bon, pour dire quoi? Il faut que ce n'est pas l'État qui va faire ça. Que des mécènes qui sont dans ce pays puissent penser, c'est pas donner des opportunités à des gens de rédiger des réflexions pour qu'ils les financent. Les mécènes que je constate dans mon pays, c'est sur des scènes musicales. Je ne suis pas contre. Mais il n'y a pas que la musique. Il n'y a pas que la musique. Bon, c'est peut-être la musique qui a plus de monde. Non, c'est ça que je dis, il n'y a pas que la musique. Moi, je vous dis quoi? Moi, j'ai des activités pour lesquelles je suis beaucoup plus en contact avec les jeunes. D'accord? Il y a un problème de personnalité au niveau des jeunes. Une certaine légèreté aujourd'hui au niveau des jeunes. Ce n'est pas à moi de m'en occuper. L'État, je l'ai dit quelque part, les maisons de loisirs dans des endroits où c'est laissé aux intempéries, que le ministère de la Jeunesse, je l'ai dit quelque part, je le répète ici, qu'on y travaille. Que ce soit uniquement un lieu où là, c'est des débits de boissons, par là, non. Il y a la question des citoyennetés, qui est une question aussi pour laquelle j'invite aussi vous aussi les médias à y travailler. Davantage. Et que des gens se constituent des modèles dans leur situation pour que les jeunes puissent s'inspirer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par ces outils, les nouvelles technologies dont ils ne savent pas comment les exploiter. Demandez à quelqu'un d'aller vous faire une revue documentaire, oh, vraiment, il a toutes les difficultés. Wikipédia suffirait? Non, Wikipédia, ça, j'ai mon regard sur ça. Tout ce qui est là n'est pas clean, comme on le dit de façon vulgaire. D'accord? Il faut croiser des sources et faire ceci. Bien sûr. D'accord? Et il faut que ceux qui ont la responsabilité en la matière puissent se donner ce minimum de discipline et de rigueur. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Oui. Je demandais si le palais des gouverneurs vous était fermé. Non, c'est ça que je disais tantôt, que je salue toutes les structures, tous ceux qui nous ont... D'accord, donc vous avez eu de la matière. Oui, on a eu de la matière. Je les salue tous. Oui. Même des députés qui ont contribué à beaucoup de choses. Donc vous avez produit quelque chose par rapport à... Des choses ont été produites. Donc, voilà. Des choses ont été produites. Et nous espérons que, en toute humilité, que le temps n'a pas permis et que la nouvelle législature, d'accord, je souhaite du tout du doigt que des acteurs se retrouvent encore à leur poste. Je dis des acteurs se retrouvent à leur poste pour que nous puissions encore mieux faire. Et que on doit de leur appui. Vous en parlez comme si il fallait apporter des circuits non autorisés. Non, tout se fait de façon légitime. Vous adressez au courrier acquis de droit, d'accord, et un traitement est fait et puis c'est fini. Vous avez accès à des informations, vous allez travailler. Voilà. On a très peu parlé de l'opposition dans notre entretien. C'est pas qu'on va y consacrer non plus un temps particulier, mais j'ai une petite question à ce sujet. L'opposition a voulu y aller. Elle y est aujourd'hui avec 28 représentants au Parlement. La question légitime, au vu de tout ce qu'ils ont promis, au vu de tout ce qu'ils ont miroité aux électeurs, quel impact avec ces 28 personnalités qui vont siéger dès le 12 février prochain? Bon, comme je l'ai dit, j'avoue que je n'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté certains. J'ai écouté certains, excusez-moi du peu, je dis, travaillons pour qu'il y ait une cohésion sociale dans le pays. Et dans le pays, le niveau de vie n'est pas le même. Et il faut constater que certains attendent ce minimum de niveau de vie pour être mieux autour de nous. Donc, dans ce postulat, il faut travailler pour que ce qui est là soit mieux. Maintenant, non, je pense que, je l'ai dit à l'entame sans pour autant mettre l'accent sur ça, la diversité d'opinion est recherchée. Notre Parlement, depuis 1991 que je suivais, ce Parlement a connu ce que j'appelle la diversité d'opinion. Sauf que le niveau de son ancrage a connu une faiblesse dans le temps. D'accord? Donc, si c'est cette volonté manifeste qui est fait que ça va se faire dans un climat de paix, d'une part, avec des mots, puisque quand vous êtes un homme public, il y a des mots que vous ne devez pas utiliser. C'est ça que j'insiste, que les partis politiques travaillent sur leurs élus pour que le langage public soit le langage de confort et non le langage de visibilité. Et surtout responsable. Non, quand je parle de confort, c'est des choses pas escalier. D'accord? Vous êtes déjà responsable. Maintenant, ces responsabilités que j'ai acquises,
quel est le comportement qui est le mien. D'accord? Et je pense que dans ce Parlement, des acteurs de divers horizons, d'une part, et de diverses expériences sont venus. J'espère que chacun d'eux doit pouvoir travailler pour que nous puissions mieux améliorer notre offre politique. Parce que là, l'offre politique, ce qui va venir à partir de 2026, vous allez voir, puisque, pourquoi je le dis, c'est une année électorale. Oui. Donc, les élections législatives et les élections communales seront organisées le même jour. C'est seulement les élections présidentielles qui vont être là. Donc, ce sont des élections couplées. Ça veut dire quoi? C'est dans la même séquence temporelle que les partis politiques doivent venir déposer les candidatures. Donc là, il y a d'offres. Vous comprenez? Maintenant, quels sont les hommes disponibles et quelles sont les conditions d'éligibilité? D'accord? Le code, dans son contenu, l'article 151 a dit, il faut que les gens sachent, il faut que dans chaque parti politique, qu'eux-mêmes, c'est eux qui votent les lois. Quel est le niveau d'appropriation du contenu du code électoral? Est-ce que vous voyez? Donc, pour ça, il faudrait qu'un travail soit fait pour que toutes personnes qui vont solliciter, qui vont leur faire des prestations, ou bien, en tout cas, qui vont les représenter dans cela, soient en mesure soient en mesure d'avoir le comportement requis par la République. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas bon pour l'image du parti. Voilà, le débat qui est fait aujourd'hui, c'est qui vous contrôlez le perchoir, ça se dit entre couloirs. Non, le perchoir, je pense que non. On sait que ce sera. Non, le perchoir, le président de la République, ça là, c'est lui qui a fait les deux grandes partis politiques. Et que la plupart de ces hommes-là sont dans le gouvernement. D'accord? Je ne pense pas qu'il soit étrange pour qu'on puisse voir quelque chose au Parlement. D'accord? Même si je ne suis pas dans le secret des... Parce qu'il y a... La presse a relayé qu'il y a une rencontre. On ne peut pas faire une rencontre sans tenir compte de ça. De ça. Non, ça... Vous ne voyez pas un profil particulier? Non, je ne dédie personne. Vous laissez ça à l'appréciation de... Je laisse à l'appréciation des partis politiques. Le découvrir au lendemain du 12 février parce que... Ou peut-être même le 12. Non, pas le 12. Ce serait trop tôt. Ah, ce serait trop tôt. Oui, non, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Je ne suis pas dans le calendrier institutionnel, mais je sais qu'il faut laisser le bureau du doyen d'âge, d'accord, faire au moins 24. Il n'est pas dit que c'est une obligation. Il est juste installé, il n'est pas dit que c'est une obligation. Que les gens se présentent et que la cérémonie... Ils peuvent le faire après l'installation. Après le discours d'installation du président d'âge, ils peuvent le faire. En tout cas, ce qu'on a vécu en 2015, non, je ne pense pas qu'on puisse vivre ça. Non. Déjà, non, vous savez de quoi il parle. Ou c'était un suspense. Non, oui. C'était tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Avec toutes les tractations. Avec toutes les tractations, bien que les gens... Il n'y aura pas de suspense. Non, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça. Déjà, mais moi, je veux plaider. Je veux plaider qu'il y ait plus de présence féminine dans le bureau. Moi, c'est à mon humble avis. Et en tant que Kalice Oukwede, fils de sa mère, d'accord, pour qu'il y ait plus de présence de femmes, d'accord. Quand la VP est partie, je vais parler du professeur Talata est parti, je m'attendais à qu'il y ait reconduction de l'autre qui était au poste de secrétaire parlementaire depuis, qu'on puisse la ramener à ce poste, mais j'ai constaté que ça n'a pas été le cas, mais je prie pour qu'elle ne soit pas seule dans le bureau. D'accord. Et qu'elle aussi, chers dames, soyez des modèles pour la nouvelle génération qu'on est en train de former. De par vos comportements dans toutes les sphères qui sont les vôtres et de par vos productivités au Parlement, vous allez susciter vraiment ce que je dis, l'engouement au niveau de la gente féminine. Ça, c'est pour les 28? C'est uniquement pour les 28 femmes qui sont élues. D'accord. Et pour les 85 restants? Non, pour les 85 que j'appelle, et très souvent dans certains milieux, je dis la prédominance masculine. Non, je voudrais quand même qu'en leur sein, qu'il y ait un débat sain et qu'il y ait de l'expression avec la courtoisie. Puisque les médias relaient tout. Il faut que leur comportement impacte positivement la jeunesse. Oui, mais on ne relaie pas tout non plus. Bon, c'est ma manière de le dire, puisque vous faites la synthèse. Mais parfois, je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Oui, ça c'est d'accord, pour que le modèle soit déjà un modèle là, à partir duquel le jeune va s'identifier. Voilà. Quand il va bien s'identifier, il va travailler. Et qu'on puisse dire aux jeunes dans ce pays de ne pas être pressé d'avoir de l'argent, de s'investir. Et pour s'investir pour soi-même, pour ce que j'ai l'habitude de dire, la capacité de mobilisation des ressources. Si vous n'êtes pas quelqu'un, vous ne pouvez pas mobiliser des ressources. Si vous n'avez pas un métier, vous ne pouvez pas
Et j'invite aussi les filles à savoir utiliser leur corps, puisque votre corps devient de plus en plus pour vous votre source de pauvreté et de dépendance, ce que je ne veux pas pour vous. Merci. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Kalis Ouédé. On n'aurait pas pu mieux finir. Conclure. Voilà. Merci. Disciple, le père de... Que des filles. Je pense bien que vous n'avez que des filles, non? Non, je n'ai pas que des filles, parce que si vous parlez du père, il y a derrière moi une femme, et c'est aujourd'hui son jour d'anniversaire. Chérie, je te dis merci pour tout ce que tu as fait autour de moi. Elle n'aime pas que je la nomme, elle se connaît à travers tout ce qu'elle a fait. J'ai les 2 sexes dans ma descendance. Voilà. Et à elle, je fais un coucou. Merci à vous, docteur Kalis Ouédé. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière nous, le reste des plateaux de Dimanche Politique.